on se rend vraiment compte que, il y a un choc de génération et on entend beaucoup dans les discours les plus anciens qui disent: «Ouais, mais les jeunes actuels, ils veulent pas bosser». Non, c'est pas qu'ils veulent pas bosser, c'est qu'ils veulent kiffer la vie et c'est pas Mmh. la même chose. L'argent, c'est tout sauf rationnel. L'argent, c'est 95% d'émotionnel et 5% qui paye tes factures. Parce qu'on a mis derrière l'argent, le salaire, du coup, la valeur de nos existences. Mais que c'est vraiment ça qui a de l'impact. Et du coup, ça crée il y a plutôt des millions d'emplois à tout niveau de compétences, à tous âges, que 100 jobs target par an qu'il faut absolument choper. Salut et bienvenue sur Harmony Inside, ou plutôt sur Harmony Explore. Explore, c'est une nouvelle série d'épisodes d'Harmony Inside pour aborder ensemble les thèmes et les tendances qui façonnent le monde du travail d'aujourd'hui et de demain. Alors si tu souhaites savoir comment construire une culture entreprise à l'épreuve des transformations qui nous attendent, tu peux me contacter en direct ou en passer par le site de Biharmonist, c'est b-harmoniste.com. Et en attendant, bonne écoute. Bonjour Laura. Bonjour Vincent. Écoute, je suis très très content de faire cet épisode avec toi aujourd'hui. Je vais remercier aussi Mathilde qui nous a mis en contact et qui écoutera très probablement cet épisode. Écoute, la première question que je vais te poser, elle n'est pas de moi. Et je vais commencer par te lire ça. Y a-t-il quelque chose de plus démoralisant que de devoir se lever le matin 5 jours sur 7 de sa vie d'adulte pour accomplir une tâche dont on croit secrètement qu'elle n'est pas nécessaire, qu'elle n'est qu'une perte de temps ou de ressources, ou encore pire, qu'elle ne fait qu'empirer le monde? Cette question, c'est l'ouverture d'un livre que beaucoup de monde connaît, qui s'appelle Bullshit Jobs, de l'anthropologue David Graeber, un livre qui est paru en 2018. Bon, en 2025, la question que je me pose et que je te pose, c'est est-ce que c'est possible dans son travail de faire autre chose que cette activité extrêmement déprimante que nous décrit David Graeber? Écoute, j'espère qu'on a de l'espoir dans le travail pour arriver à faire des choses qui ne soient pas des bullshit jobs. Après effectivement, dans ce livre, il va vraiment aller insister sur quelque chose de précis, donc ces fameux bullshit jobs, mais euh, plutôt, j'ai plutôt envie de l'orienter sur quelque chose de positif en fait, et de me dire plutôt de voir ce qu'on veut pas, on va regarder ce dont on a envie. Et ce dont on a envie, moi, c'est un truc que j'ai appelé un job de sens, Mmh. qui est pas la plus belle formulation, mais pour moi, ce qui était important dans cette approche au niveau du sens, c'était de dire: «OK, quand on n'est pas bien et que donc potentiellement on fait un bullshit job, comment est-ce qu'on va savoir si, voilà, on pourrait faire quelque chose où on se sente bien?» parce que c'est quand même ça le but. Mais le problème, c'est qu'après le sens, c'est quelque chose d'hyper subjectif. Ça veut dire que ce qui a du sens pour toi, c'est pas forcément ce qui va faire du sens pour moi. Et en vrai, Mmh. je pense qu'il y a des gens qui vont dire, «Pour moi, c'est pas un bullshit job, c'est un truc, qui m'éclate et puis, bah, OK, en fait, pas de jugement». Mais voilà, la question, c'est comment est-ce que chacun va trouver, le sujet dans lequel, bah, il va avoir envie de se lever le matin? Parce que c'est surtout ce truc-là, qu'on est souvent à vivre, c'est lundi matin, le réveil sonne et là, tu te dis: «Oh non!» Et tu as mal au ventre et tu as juste pas du tout envie ni de te lever, ni de passer, les 8 heures qui suivent et encore moins les 5 jours qui vont s'enchaîner. Donc effectivement, oui, je te rassure, il y a quand même moyen, d'arriver à trouver, une activité qui nous épanouisse dans la journée. Alors c'est clairement ce dont on va parler et Mmh. je vais m'arrêter là pour le moment, comme ça laisse un peu de suspense. Et complètement, mais justement, on va assez vite mettre fin au suspense, puisque non seulement c'est quelque chose dont tu es convaincu que c'est une vraie possibilité de trouver du sens dans son travail, hein, mais tu en es tellement convaincu que tu en as fait ton travail, d'accompagner beaucoup, beaucoup de monde justement pour aller vers des jobs qui ont du sens pour eux. Donc, tu vas te présenter beaucoup mieux que je ne pourrais le faire. Est-ce que tu peux déjà nous dire qui tu es, Laura, et puis nous présenter l'entreprise que tu as créée qui s'appelle Mon Job de Sens? Donc je m'appelle Laura Cagnols-Jeunesbois, je suis la fondatrice de Mon Job de Sens et effectivement, ça fait maintenant, presque 8 ans. On a accompagné plus de 700 personnes pour, voilà, retrouver, du sens, dans leur travail et avec le point d'entrée qui est: à quoi je sers dans la société? Et donc c'est Mmh. peut-être ça, du coup, le parallèle avec, l'histoire des bullshit jobs, c'est, comment est-ce que je me dis, «Bah, moi aussi j'ai ma place», comme dans le village d'Astérix, il y a, le poissonnier, le ferronnier, le barde, le druide et chacun à sa place. Et donc ça, c'est une première question d'un côté et derrière, le fait de nous rattacher à nos besoins. C'est de se dire que, la société, du coup, elle fonctionne, notamment par territoire parce que moi, il y a plein de choses qui peuvent se faire, en visio, ou à la défense, de manière très, très centralisée dans les grandes tours.
Mais en vrai, le fonctionnement de la société se fait, à proximité de chez nous, avec Mmh. notre communauté et à un moment, on a besoin de se dire: «Ben, moi, dans cette structure-là, de dans mon territoire, dans mon département, sur ma commune, à quoi globalement j'ai envie de me dire que je contribue?» C'est clair que le digital a fait que plein de choses sont devenues, plus complexes et plus détachées du quotidien des gens. Mais globalement, pour moi, je trouve que c'est important d'arriver à avec peu d'intermédiaires, à retomber sur, qui est le bénéficiaire de ce que je fais. Mmh. Et c'est vrai qu'à un moment, il y a des missions où, on il y a trop d'étapes avant qu'on retombe sur la finalité du truc. Typiquement, j'accompagnais une personne récemment qui fait du, SEO. Donc qui travaille dans une agence de marketing et qui travaille sur des questions Mmh mh. de référencement Google, donc des mots-clés, Mmh. notamment pour des grandes marques de luxe. Qui se fait engueuler par, du coup, le client, d'une très grosse marque de luxe, qui est lui-même, un des directeurs marketing. Et tout ça, la finalité, c'est effectivement de vendre des chaussures de luxe, soit, que personne ne va manger, hein, heureusement, mais qui sont fabriquées dans des conditions qui sont pas toujours géniales. Et du coup, cette personne qui travaille dans ce service et qui fait du SEO ne voit jamais la personne qui va aller chercher ses chaussures de Mmh. luxe. Parce que du coup, la finalité, c'est quelqu'un qui s'est peut-être dit: Hem, «Allez, c'est mon premier salaire et le truc qui me ferait kiffer, c'est de m'acheter une paire de pompes de luxe». OK, soit, chacun fait ce qu'il veut, voilà. Mmh. Mais du coup, si toi, tu te fais engueuler pour un truc qui n'est que des chiffres dans un tableur Excel, est-ce que c'était les bons mots-clés qui a fait que la personne, elle a peut-être cliqué, qu'elle est peut-être allée sur la page suivante, qu'elle est peut-être fini par acheter, enfin et en fait, cette déconnexion du concret, de ce qui se passe, c'est ça qui est dénué de sens, en fait, parce qu'on ne voit plus les bénéficiaires et c'est vrai que, du coup, moi, mon conseil, c'est d'arriver à réduire ces étapes-là pour arriver à être un peu plus connecté avec les gens qui sont concernés par notre boulot. Donc toi, Mmh. par exemple, ton métier contribue notamment à créer du contenu pour que des personnes accèdent à des choses inspirantes qui vont les élever, qui vont, parce que du coup, il y a d'autres podcasts qui vont être sur du divertissement ou de la culture, Ouais. toi, c'est autre chose, mais en tout cas, je veux dire, dans ce métier-là, c'est de la transmission et ton bénéficiaire, il est juste après. Donc, tu peux même avoir des feedbacks assez rapides de ces Mmh. personnes-là, tu les touches. Mais le plus on en est éloigné, le plus ça devient difficile. Le moment où on se fait engueuler ou alors on n'est pas bien payé ou on est fatigué, de continuer à avoir envie de se lever le matin justement. Mmh, c'est intéressant et c'est marrant parce que tu vois, là, la manière dont tu le présentes, c'est quelque chose qui est vraiment reconnecté avec du sens pour soi en voyant l'impact direct de son travail. Et quand je me promène aussi un peu sur ton site, sur le site de Mon Job de Sens, je vois tu as aussi ce slogan qui est, hem, tu invites les gens que tu accompagnes à mettre leurs heures de travail au service du monde dans lequel ils veulent vivre. C'est-à-dire qu'il y a non seulement ce côté, se reconnecter à soi, à sa contribution, mais aussi cette contribution, quel impact elle produit. Et ça me fait forcément penser à, tu vois, on a beaucoup parlé d'entrepreneuriat à impact, de job à impact, d'entreprise à impact, patati patata, qu'on pourrait, de manière un peu simpliste, opposer aux jobs qui n'ont pas d'impact. Et du coup, concrètement, quand on est en train de se dire: «Je sais pas vraiment à quoi sert mon job», est-ce que c'est aussi simple que ça? Je peux passer d'un bullshit job à un job à impact et puis, bon, bah, c'est bon, tout va bien parce que maintenant je suis quelque chose qui est, bon, c'est labellisé, il y a beaucoup de vert, tu vois? C'est sympa. Donc finalement, c'est bon, le je suis au bon endroit. Hem, alors pour la petite anecdote, avant de monter mon job de sens, je recommence. Pour la petite anecdote, avant de créer mon job de sens, j'ai moi-même longtemps cherché ma voie. Mmh. Parce que mon effectivement, mon job de sens a quand même une tonalité, engagée d'un point de vue sociétal, Mmh. mais au final, on peut quand même accompagner, tout type de profils qui ont envie de trouver leur place dans la société, donc ça va plus au-delà de Mmh. juste est-ce que mon job il est tatoué, social ou environnemental et donc là-dessus, donc moi c'était il y a une vingtaine d'années, prise de conscience environnementale. J'ai voulu commencer, j'étais étudiante à l'époque, donc j'avais encore un truc qui était assez ouvert pour pouvoir continuer à chercher Mmh. comment orienter les études avant de bosser et j'ai testé un truc, puis un autre, puis un autre et parmi les missions, il y avait, autant, j'étais, responsable RSE dans la grande distribution, j'ai, fait du plaidoyer politique, en ONG environnementale. J'ai, cofondé l'association Réseau Vrac pour aider au développement des épiceries vrac, qui soutiennent du coup, Mmh. ben, à la fois le zéro déchet et puis le gaspillage alimentaire et puis l'accès, de produits de qualité locaux et cetera, au plus grand nombre.
Et en fait, à chaque fois, je il y avait le fond de la mission, mais il y avait la forme et pendant très Mmh. longtemps, j'étais que sur la finalité et comme, tout adulte qui se respecte, on t'a tellement dit, «Travaille dur, et voilà, tu vas souffrir pour arriver là», que Mmh. tu sais même plus que en fait, la souffrance, c'est pas forcément positif. C'est pas Mmh. forcément un bon indicateur. Mmh, pas Voilà. forcément, non, effectivement, en le disant en le disant comme ça. Ouais, mais parce qu'il y avait toujours ce truc de enfin, on Ouais, bien nous sûr. pousse vers ça et Mmh. donc moi, comme toute bonne élève, que j'étais, pendant mes études, mais en fait toute la suite, je me suis dit: «C'était normal que ce soit, inconfortable». Je me suis jamais dit: «Peut-être que c'est que ça ne convient pas à toi, ta personnalité, qu'il faut faire autre chose» et en fait, c'est des périodes où je continuais à rencontrer plein de gens qui aussi avaient envie de s'engager, de trouver leur voie et à force de faire des échanges avec ces personnes-là, de me dire: «Mais pourquoi est-ce qu'on se tord tous on se plie en 14 pour essayer de dire: «Mais si, si, c'est Mmh. exactement moi et je veux en fait faire ça ou ça». Non, en fait, ce qui compte, c'est d'abord d'arriver à se recoller à sa propre personnalité et c'est là qu'on a le plus d'impact. Il y a un homme d'une trentaine d'années, il y a, pas très longtemps, qui me demande, c'était après le lancement de mon job de sens et il me dit: «Mais c'est quoi le job qui a le plus d'impact?» et sa question m'a fait réfléchir parce que, en fait, clairement, il y a pas un job qui a le plus d'impact. Et puis qu'est-ce que l'impact? Mais, en vrai, la question, fondamentale qu'il faut se poser, c'est: «Qui a intérêt à me payer pour faire ce que moi je sais faire de mieux?» Et le côté payé, c'est pour pouvoir en vivre, pour pouvoir avoir l'énergie de se lever le matin et d'aller bosser là-dedans, 8 heures par jour, enfin ou 7 heures par jour. Mais, Mmh. et du coup, d'y mettre nos points forts, là où en fait on fonctionne de manière naturelle, spontanée. Et voilà, ça c'est un truc que j'appelle notre étincelle personnelle. C'est, vraiment notre mode de fonctionnement, spontané, qui va guider notre journée. C'est là où on a vraiment nos talents. Mais comme c'est naturel, spontané et attention souvent avec du plaisir, et bah, souvent on le voit pas. On se dit que c'est juste facile pour nous et on se rend pas compte que non, à l'inverse, c'est vraiment là où on a notre valeur ajoutée et que c'est pertinent d'aller parce que, bah, à la fin de la journée, tu es pas sur les rotules et tu as encore de la joie et tu as encore, voilà, de l'énergie positive à partager avec tes proches ou, voilà, pour tes loisirs. Mmh. Mais effectivement, cette question de impact, elle est vraiment tortueuse parce que, on a vraiment tendance à croire qu'il y a une liste de, ça, c'est ceux qui ont le plus d'impact et puis un peu moins et puis un peu moins et puis un peu moins. Alors qu'en fait, ce qui compte aujourd'hui, c'est que chacun trouve sa place dans la société pour contribuer à répondre aux besoins, du coup, de notre fameux territoire. Mais ça peut être sur autant des notions de, des sujets de production alimentaire que de comment on fait pour avoir un toit au-dessus de nos têtes, comment on fait pour, Mmh. nous divertir, pour, éduquer les enfants, enfin éduquer tout le monde d'ailleurs. Et pouvoir répondre à ces enjeux-là en n'étant pas trop éloigné des bénéficiaires parce que sinon en fait on perd le sens. Mais que c'est vraiment, ça qui a de l'impact. Et du coup, ça crée des il y a plutôt des millions d'emplois à tout niveau de compétences, à tous âges, que, 100 jobs, target par an qu'il faut absolument choper sinon, on a perdu et c'est foutu, quoi. Mmh. Oui, il y a ça, il y a beaucoup, beaucoup de choses dans ce que tu viens de dire et il y a vraiment ce côté, si tu veux avoir cette réflexion un peu intentionnelle sur, le job que tu aimes, qui a de l'impact, qui te permet de vivre comme tu veux et cetera, tu es tiraillé entre énormément d'injonctions, contradictoires et je vais te proposer qu'on essaie de les déplier et de les traiter un peu les unes après les autres. Mais si tu veux, c'est vrai que quand tu regardes déjà, quand tu ajoutes la dimension, prise de conscience psychologique sur ta volonté de reconversion, tu vas ajouter un sujet très, très compliqué sur un sujet qui était déjà bien assez. Parce qu'effectivement, c'est pas «nouveau» entre guillemets que, bah, tu vois, sur même, bah, ma génération, ta génération, on est des gens qui ont envie de trouver du sens, le côté juste on en chie pour avoir une belle carrière, pour être directeur de quelque chose et cetera, bah, peut-être que c'est plus non plus le modèle de vie qui nous fait rêver. Donc déjà trouver ce qu'on aime faire pour soi, c'est une chose, mais si en plus il faut réussir à trouver quelque chose qui, entre guillemets, «aille dans le bon sens» et je m'identifie assez à la personne qui t'a demandé c'est quoi le job qui a le plus d'impact, parce qu'il y a aussi ce côté, mais est-ce que je suis pas en train de faire un truc qui même si ça me plaît, c'est sympa, ça va complètement dans le mauvais sens par rapport à tout ce qu'on peut, savoir maintenant sur, bah, l'impact, de l'économie sur, sur l'environnement et les conséquences que ça va avoir dans 20, 30 ou 50 ans. Donc, tu vois, enfin, comment est-ce que, on arrive dans un 1er pas à se dire: «OK, aujourd'hui je fais quelque chose qui me plaît pas».
j'ai eu des réalisations, des prises de conscience sur des sujets sociétaux et environnementaux et en même temps, j'ai très peur de perdre ce que j'ai. C'est-à-dire que, aujourd'hui, je gagne probablement bien ma vie, j'ai un statut social qui va avec mon job et cetera. Comment est-ce que je me sors, je fais un premier pas pour aller au-delà de ces pressions qui sont complètement contradictoires et qui peuvent te rendre un peu schizophrène, voire te faire carrément souffrir? Je suis tout à fait d'accord avec toi. On est quand même dans un choc de génération où, pour ceux qui aujourd'hui, heu, non, 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 en fait, ça remonte. J'allais te dire, ceux qui ont 20, non 30, non 40. Bon, en Mmh. fait, assez Ouais, c'est pas nouveau. largement, ça n'est pas nouveau, mais parce que c'est vrai que nous, les personnes qu'on accompagne, elles ont en gros entre 20 et 60 ans. Donc ça fait un spectre assez large parce qu'en fait, il est jamais trop tôt pour poser des questions, mais il est jamais trop tard non plus. Mmh. Et on se rend vraiment compte que, il y a un choc de génération et on entend beaucoup dans les discours les plus anciens qui disent: «Ouais, mais les jeunes actuels, ils veulent pas bosser». Non, c'est pas qu'ils veulent pas bosser, c'est qu'ils veulent kiffer la vie et c'est pas Mmh. la même chose. Et est-ce que à une génération à qui on a dit, «En fait, votre avenir est très, très incertain parce que entre la situation géopolitique actuelle, plus, le dérèglement climatique, plus le fait qu'on ait dépassé, plus de la moitié des limites planétaires et cetera», autant te dire qu'ils disent pas: «Bon, bah, du coup, je vais vraiment, travailler dur jusqu'à ma retraite et puis on verra après 60 ans». Ben non, évidemment que du coup, c'est une population qui se dit, bah, je j'ai envie de kiffer la vie dès aujourd'hui. Donc, il y a plein de jeunes aujourd'hui qui bossent dur pendant 2 ans, qui font un break, qui rebossent, et qui ont envie juste de vivre. Et tu veux leur dire quoi à eux? Genre: «Bah non, enfin, sacrifie-toi» et non, par contre ça choque. Hem Les autres, puisque forcément, souvent, leurs parents, leurs grands-parents, ils comprennent pas du tout ces décisions et parce qu'eux, on leur a dit: «Ben, tu travailleras dur jusqu'à la retraite et après tu feras ce que tu veux». Et le problème, c'est que du coup, les générations actuelles, alors ceux qui sont étudiants actuellement, qui commencent à bosser, limite, ça maintenant, c'est devenu un peu plus fluide. Mais la génération qui est juste au-dessus des trentenaires, quarantenaires, eux, ils culpabilisent énormément parce qu'ils ont Mmh. vraiment l'impression de remettre en question leur éducation, le l'éducation pas juste, académique, l'éducation Mmh. de leur famille, de leurs parents, et aussi souvent l'investissement que leurs parents ont fait pour leurs études. Et dire: «Mais en fait, ouais, OK, super, j'ai un diplôme d'ingénieur d'une école de commerce, n'importe quel, bac+5». J'ai pris les exemples de, entre guillemets, ce qu'on appelle les voies royales, hein, parce que c'était plus simple Ouais. et on connaît un peu les budgets de ces études-là. Et du coup, plus le budget est élevé, plus on culpabilise. Mmh. Et du coup, de ces personnes qui osent pas et qui sont tiraillées entre les 2, entre: «Je sens bien que là, je vais dans une direction qui me convient pas du tout, mais mes parents étant encore en vie et je vais les voir dimanche, pour déjeuner, je me sens vraiment pas le courage de leur dire que je veux quitter un CDI, Mmh. j'arrive pas». Et du coup, on fait quoi? Mmh. Et tu vois, tu as l'exemple des parents, mais même tu as ce côté, est-ce que faire une transition dans son job, va forcément avec une modification drastique de ses conditions de vie aussi? Tu vois? Tu parlais des étudiants en disant, «C'est un peu plus fluide à ce niveau-là». En fait, quand tu me dis ça, moi, l'image qui me vient, c'est, tu sais, on parle beaucoup de bifurquer dans son job Mmh. et quand on parle des bifurqueurs, moi, je pense aux étudiants qui ont fait ce discours, tu sais, sur la scène à AgroParisTech pour leur remise de Mmh. diplôme, Ouais. en disant: «En fait, nous, on refuse de s'inscrire dans, la voie qui est tracée pour nous et d'aller travailler pour, des entreprises de l'agro, des autres à l'énergie et cetera, parce que c'est pas nos valeurs, et on veut un job qui soit aligné avec nos valeurs, donc on bifurque, on va faire autre chose, on va essayer de créer une autre voie». Mais on ne sait pas trop, forcément ce que ça va être et il y a une image qui je sais pas forcément si elle est vraie, mais en gros, tu te dis: «En fait, je vais gagner moins, heu, je vais forcément renoncer à plein de choses, mais parce que ça me permettra d'être aligné avec mes valeurs». Et est-ce qu'on peut faire les 2 en fait? Avoir le train de vie qu'on veut avoir pour kiffer la vie, avec ce que ça peut vouloir dire de kiffer la vie en termes d'argent ou pas, hem et avoir un emploi qui nous remplit et qui nous permet de nous regarder dans le miroir et de nous dire que, ce qu'on fait, c'est bien, ce qu'on a envie de faire et qu'on n'est pas en train de vendre sa force de travail et ses heures pour pouvoir se payer le train de vie qu'on veut, parce que le train de vie, c'est aussi consommer des choses, quoi. Mmh. Mais alors, nous, parmi les personnes qu'on a pu accompagner depuis, du coup, quasiment 8 ans, on voit que évidemment chacun a une transition professionnelle qui lui est propre, puisque du coup, cette Mmh. notion de bifurcation, c'est une transition, c'est un changement d'un état à un Mmh. état B. Mmh, mais il y a quand même des grandes tendances.
Et dans ces grandes tendances, il va y en avoir qui permettent de garder, à peu près le même niveau de vie. Donc dans les premiers cas de figure ça peut être tout simplement de dire: «Voilà, les compétences que j'ai aujourd'hui, je fais tel Mmh. métier et en fait, je vais transposer ces compétences-là dans une autre structure, dans une autre Mmh. organisation, peut-être que ce soit une entreprise, une association, une fondation, même aller dans le secteur public, mais je veux rester, dans, voilà, mes compétences, que ce soit, de la compta, de la vente, du développement web, voilà, peu importe. Dans ce cas, le changement, il faut changer de structure, mais effectivement, on peut garder globalement le même train de vie. Si c'est du coup une structure qui partage plus nos valeurs, qui, peut faire partie de l'économie sociale et solidaire, enfin, on n'est pas obligé de diviser son salaire par 3. Alors c'est sûr Mmh. qu'il y a quand même des boîtes aujourd'hui où, en vrai, le modèle économique est hallucinant et les rémunérations sont délirantes. Donc quand quelqu'un me dit: «Voilà, je gagne 15 000 € par mois, mais j'aimerais bosser dans l'associatif, mais Oui, donc là, oui, qu voilà». et 15 000 €, tu es combien de fois aussi au-dessus de l'échelle dont tu de tes besoins? Mais ça, c'est un autre sujet, ouais. Mmh. C'est un sujet qui pour moi est essentiel, Mmh. mais effectivement c'est un autre sujet. En tout cas, il y a cette première option, donc de dire: «Je garde les mêmes compétences, mais du coup je les applique dans une autre structure dont je partage les valeurs». Il y a le fait de dire: «Bah, en fait, je peux pas tellement me permettre de faire un gros changement parce que j'ai un crédit à rembourser, 3 gamins à nourrir, et bah, Mmh. je vais rester, dans mon poste. Par contre, je vais, voir si je peux faire, hem, quelque chose de vraiment très engagé, un jour par semaine ou par mois, où là, ça va vraiment répondre à mon besoin d'engagement, mais du coup, je change pas trop mon quotidien et je réduis pas vraiment mon salaire. Mmh mh. Ou alors rester dans la même structure, mais avoir, soit carrément passer au service, RSE, développement durable, et donc ça devient mon poste, ça devient vraiment ma casquette. Mmh. J'incarne ce changement à l'intérieur et j'aide la structure que j'aime bien, parce qu'en fait, j'aime bien mes collègues, j'aime bien la boîte, je l'aide à s'améliorer. Ou alors, je monte juste un projet bureau zéro déchet pour lequel je suis pas forcément rémunérée en plus, mais au moins je suis contente de faire ce truc-là, à côté de mon boulot, on m'a dégagé des heures. C'est une autre Mmh. possibilité. Il y a le fait de garder ses compétences, mais du coup de se mettre à son compte, Mmh mh. et donc là de se dire: «Bah, je vais choisir mes clients». Je vais carrément, voilà, décider de voilà, d'appliquer, ce qui me convient, un rythme, du coup équilibre pro perso qui me convienne mieux, où du coup je serais peut-être, mieux rémunérée ou pareil, mais en tout cas, voilà, on peut jouer là-dessus. Et le dernier cas, c'est une réelle reconversion professionnelle. C'est vraiment, je veux changer de métier, je vais, changer de voie radicalement et réapprendre à faire de nouvelles choses, apprendre des nouveaux outils, et que ce soit, les mains, voilà, dans la terre, dans un atelier, sur un clavier, voilà, chacun fait son histoire, mais ça peut être aussi un changement assez radical comme ça. Donc des possibilités, il y en a plein. Ce Mmh. qui est important, c'est de se dire que la vie, c'est aussi une succession de petits pas, et qu'on n'est pas obligé de tout quitter du jour au lendemain. Mmh. Parfois, on a déjà l'intuition que faire ce petit truc-là à côté, ça nous ferait déjà du bien. Et ben, faut le faire. Parce qu'il faut Mmh. déjà être mieux, demain pour espérer être mieux la semaine prochaine et le mois suivant. Voilà, c'est jamais quelque chose de binaire, c'est vraiment un chemin et même si vous changiez tout, peut-être que vous auriez de nouveau envie de tout changer dans 2 ans. Donc voilà, allez y aller petit à petit. Mmh. Effectivement, c'est hyper intéressant ce côté, c'est en fait, ça peut souvent être vu que tu as une espèce d'immense montagne ou un immense mur devant toi où tu te dis: «Tiens, mais je veux tout changer, mais par quoi je commence et comment je fais?» et cetera. Donc cette logique des petits pas, elle est très rafraîchissante et il y a un sujet dans ce mur que j'entends même beaucoup autour de moi, tu vois? C'est, en fait, tu parlais de toi, tu disais: «J'étais encore en études, donc c'était plus ouvert». Hem, Aujourd'hui, tu as beaucoup ce côté de même chez des gens qui ont mon âge, c'est-à-dire on a 9-10 ans d'expérience derrière nous, heu, tu vois? On se dit: «Bah, en fait, j'ai fait du conseil, pendant 10 ans, j'ai fait la chefferie de projet, j'ai fait du marketing et cetera. En fait, je sais faire que ça. Qu'est-ce que tu veux que j'aille faire, autre chose? J'ai pas les compétences. J'ai envie de m'engager pour, le climat. Je suis pas climatologue, je suis pas, biologiste marin. Bah, qu'est-ce que je fais du coup?» Comment est-ce enfin, est-ce que c'est trop tard pour moi? C'est qui est une question que beaucoup de monde va se poser. Je serais curieux de savoir comment tu approches ça et déjà est-ce que tu l'entends? Et comment est-ce que tu l'approches de la part des gens que tu accompagnes? Ah oui, c'est complètement foutu, hein, je te le dis, si tu pas climatologue, tu pourras rien faire pour le climat, hein. Puis c'est long pour le devenir, tu vois? Lâche l'affaire. Non, évidemment, alors on a tous un syndrome de l'imposteur, hein, parce que, le plus dur dans le changement, c'est pas le nouveau job, c'est le fait de passer de l'ancien job au nouveau job. C'est ça Mmh. qui est dur.
En vrai, si demain on te catapulte, dans un bureau et qu'on te dit, voilà, c'est à 8 heures à tel endroit, même à 9 heures, à 10 heures, peu importe, tu commences ta journée, dans un nouvel endroit avec une nouvelle équipe et cetera. En vrai, le nouveau job, il est pas forcément difficile, c'est juste que passer de Mmh. l'un à l'autre, ça paraît insurmontable parce qu'on aime bien avoir des habitudes et qu'en fait notre cerveau, comme quand tu pars en voyage, tu es beaucoup plus fatigué à la fin d'une journée où tu as juste baladé et commandé 2 fois des trucs au resto, que ta journée normale, dans ta ville à toi. Parce que notre corps est en permanence Ouais. en suradaptation et ça, c'est dur. Mais, en vrai, le changement n'est pas si compliqué, et non, il n'est pas indispensable d'avoir un bac+12 en, climatologue pour, trouver, comment, on peut agir, soi-même pour le climat ou pour, un autre sujet. Mais je me le suis demandé à un moment, je me suis dit: «Mais est-ce que moi aussi il faut que j'étudie la biologie marine pour sauver les océans?» Mmh. Et je savais bien à cette époque-là que j'avais pas du tout envie de partir sur, une dimension scientifique. Je voulais rester généraliste, je voulais, faire quelque chose d'assez, transverse parce que c'était pas clair en plus ce que je voulais faire. Je savais à quoi j'avais envie de contribuer in fine, mais pas du tout le de quelle manière. Et c'est pour ça que je me suis cherchée pendant longtemps et c'est aussi parce que je me Mmh. suis cherchée pendant 12 ans que je me suis dit: «Bon, on va peut-être essayer de faire en sorte que ces galères-là soient utiles à d'autres et d'accompagner ces questionnements». Ce qui est fantastique aujourd'hui, c'est qu'il y a tellement de défis qu'il faut qu'on relève qu'en vrai, on n'est pas prêt d'être au chômage technique là, hein, et ce qui est bien, c'est qu'on a valorisé pendant des années les postes à très niveau haute compétence, très niveau haut de responsabilité, de connaissances aussi, et en vrai, 90 des gens font des choses au quotidien qui sont beaucoup plus simples que ça, parce que pour que la société, elle tourne, on fait des choses simples. Mmh. Et donc en vrai, si on se repose la question de: «Tiens, autour de moi, il y aurait besoin de quoi?» Bah, on peut être la personne qui, fait en sorte que le truc voit le jour, être la personne qui donc au début du projet, on peut être la personne qui le déroule au fur et à mesure, on peut faire enfin, on peut être la personne qui fait en sorte que ce soit connu par d'autres et que les bénéficiaires viennent, s'y intéresser. Enfin, et là, je parle même de sujets autour de juste l'alimentation, je sais pas, le compostage de nos déchets organiques, parce que du coup la loi, concerne enfin tous les ménages en France, donc les gens ont beaucoup plus découvert ça ces derniers mois. Hem Concrètement, voilà, on n'a vraiment pas besoin d'avoir, un bac une thèse, climato pour agir sur les sujets. Par contre, ce qui est important, c'est de se dire: «De quelle manière, moi, au quotidien, j'aime agir?» Et ça revient sur cette question que je disais tout à l'heure: «Qui a intérêt à me payer pour faire ce que je fais de mieux?» Mais du coup, il faut se Mmh. connaître bien pour savoir ce qu'on fait de mieux. Alors comment on fait pour se connaître bien et pour savoir ce qu'on fait de mieux? En sachant que, bah, comme tu le dis, on a souvent valorisé, certaines choses dans, le cas d'une carrière professionnelle, puis ça dépend énormément de où on a commencé. Tu vois, j'avais cette réflexion il y a peu de temps. Moi, j'ai commencé ma carrière dans un gros cabinet de conseil. Je sais ce qui était valorisé là-dedans et je me suis construit en disant, bah, en gros, ce qui fait que tu es bon, c'est que tes slides, ils sont alignés, que, tu comprends ce que veut le client, que tu es capable de le reformuler, de le traduire dans des termes qui vont être accessibles et que concrètement, bah, tu sais jongler des interlocuteurs et être super adaptable. Ça, c'est super bien quand tu es en cab. Mais peut-être qu'ailleurs, en fait, enfin, j'ai déjà fait ce mouvement de changer pour aller vers d'autres activités, bosser avec d'autres types de gens. Certains de mes des traits que je trouvais hyper, importants, qui m'ont fait passer pour un gros psychopathe au début. Donc comment tu fais pour te reconnecter à des choses qui sont vraiment tes talents, pour reprendre ce dont tu parlais, et pas juste l'image que tu t'es construite ou qu'on t'a plaquée de ce qui est fait que tu es «bon» entre guillemets? Mais regarde dans ce que tu viens de me dire par rapport à toi. Tu dis que tu Mmh. étais consultant, que tu arrivais à écouter des gens, à, entendre ce qu'ils disaient, à synthétiser, à reformuler pour que ce soit audible pour, le plus grand nombre. C'est ce que tu es en train de faire avec moi, là, dans ce Mmh. podcast et que tu fais sans doute avec les autres personnes que tu interroges, j'imagine. Bien Donc, sûr. au final, c'est quelque chose que tu fais naturellement. C'est, Mmh. pour le caricaturer, on peut dire, ton cerveau est câblé comme ça, mais genre, c'est juste spontané chez toi de, d'ingurgiter des infos, tac, tac, de les synthétiser et de les retranscrire. Mais c'est hyper précieux, parce que tout le monde ne sait pas faire ça. Sauf que du coup, tu dis: «Ouais, mais du coup, c'est facile, c'est j'ai capté qu'il fallait faire ça». Non, c'est facile pour Mmh. toi, Mmh. et c'est précieux. Donc effectivement, après du coup, ça, tu peux le faire. Tu l'as fait en étant consultant dans un grand Bien sûr. cabinet de conseil et là, du coup, sur Mmh. un podcast, ça n'a rien à voir et pourtant, tu actives, les mêmes mécanismes. Donc pour ceux qui nous écoutent, c'est ça en fait, c'est de regarder ce qui mobilise au quotidien et peut-être de le sortir du contexte très, hem, technique dans lequel ils peuvent être, heu,
pour voir justement quels sont les grands savoir-faire, les grandes compétences que tu mobilises, au fait, au quotidien, sans même y penser et que tu serais capable d'aller appliquer ailleurs. Alors c'est flippant quand tu dis grandes compétences et grand savoir-faire parce que tout de suite on se dit: Oui, «Mais moi j'en ai je pas». vois ce que tu veux dire. Au sens transverse, ouais, OK. Et en vrai, c'est juste le mode de fonctionnement qu'on a. Bah, pour donner un exemple, pour moi ces éléments-là, ce que du coup j'appelle donc l'étincelle personnelle et ça du coup ça je Mmh. pense que c'est enfin les choses qu'on a soulevées pour toi, ça fait partie des tiennes, il y en a sans doute d'autres. Moi il y en avait 2 dans le quotidien, j'aime imaginer un monde meilleur et essayer de lui donner vie. Et Mmh. j'arrive à entendre les besoins des gens pour ensuite les accompagner avec enthousiasme et bienveillance. Bah, pendant des années, j'ai cru que ça, c'était de la papote et de la rêverie. Je dévalorisais ça complètement. Je me suis dit que, bah, c'était juste, c'était facile et spontané chez moi, donc ça n'avait aucune valeur parce qu'il y avait pas de souffrance et pas de difficulté. Bah non, en fait, Mmh. c'est justement parce que c'est facile pour moi que c'est utile pour les autres et qu'après c'est utile pour les aider à trouver leur voie. Ça a de la valeur. C'est parce que, ça me faisait pas peur de me dire: «Ah mais on aurait besoin de faire ça, il suffirait de créer ça». Bah maintenant, mon job de sens, ça fait bientôt 8 ans, on a accompagné plus de 700 personnes. Peut-être qu'au final, ça avait de la valeur, mais pendant des années, moi j'étais ju enfin je vraiment je voyais pas du tout la valeur du truc. Je Mmh. mais effectivement, c'était simple pour moi de dire: «Bah attends, on va le raconter et puis machin, il pourrait nous aider aussi sur le projet, puis le truc aussi et puis du coup on pourrait faire ça ensemble et puis, on va faire ça et puis on va faire ça». Puis c'était chouette et c'était simple et c'était juste spontané, mais je ne voyais pas la valeur. Et la semaine dernière, on a fait notre séminaire d'équipe à Paris. Il y avait on était une vingtaine de personnes qui venaient de toute la France et je voyais la journée qui se déroulait devant mes yeux, que je n'avais pas organisée puisqu'au bout du temps, du coup, c'était même pas moi qui m'occupais de l'organiser. Mais, Mmh. j'étais émue, aux larmes parce qu'en fait, je me disais: «Mais, heu, en fait, voilà, ce truc-là, il aide des gens et en plus les gens qui bossent dedans, ils ont l'air de kiffer. Donc trop bien!» Mmh. Et moi je kiffe bosser avec eux et elle me dit: «Bon, bah, en fait, voilà, c'est chouette, faut arriver à regarder les choses qu'on sait faire». Mais vraiment la première, j'étais persuadée que ça n'avait pas de valeur. Et donc Mmh. un conseil concret pour arriver à l'identifier, donc nous, quand on fait le parcours donc de bilan de compétences pour, aider les gens à trouver leur voie, on utilise un outil qui s'appelle c'est un test psychotechnique qui s'appelle le Clifton Strengths de l'Institut Gallup, c'est un truc Mmh mh. américain. Parce que les anglo-saxons, ils ont vraiment ce côté, quand même très, «Allez go, super, soutenant et tout». Parfois c'est un peu, tout est wonderful et marvelous et donc OK, mais de temps en temps, ça fait du bien quand on a besoin d'un boost de confiance. Mmh. Et donc eux, là-dedans, ils aident à identifier les talents les plus présents dans le mode de fonctionnement de chacun. Et moi, ça a été une révélation quand je l'ai passé et j'ai voulu le mettre au cœur du parcours. Et en plus de ça, il y a une version, on va dire, plus low tech qui peut exister, si on n'a pas envie de passer ce test-là. C'est de demander à 2-3 personnes de notre entourage: «Si j'étais pas là, qu'est-ce qui te manquerait le plus dans ton quotidien?» Mmh. heu Et du coup, ces personnes vont arriver, parce qu'elles vous connaissent bien, à mettre le doigt sur, le truc qui pour vous, vraiment n'a pas de valeur, n'a pas de sens, mais voilà, qu'est-ce qui va vous manquer? Qu'est-ce qu'il y aurait pas? Qu'est-ce que quand on se parle, qu'est-ce que ça t'apporte? Et du coup, ces personnes peuvent vous faire des retours hyper, éclairants sur, bah, sur en quoi vous vous Mmh. vous rayonnez sur leur vie, quoi. Mmh. Y compris, enfin, tu dis des personnes proches de toi, que ça soit dans le pro ou dans le perso, en réalité. Oui, tout à fait. Et c'est une Mmh. question simple, mais ils vont vous donner, et ça va être soit sur, la manière, que vous avez d'entretenir des relations avec eux, la manière que vous avez de rayonner, d'influencer à l'extérieur, la manière dont vous allez mettre en œuvre les projets sur lesquels vous bossez, parce que c'est, consciencieux, que c'est enfin bref, ouais, il y a plein de manières de le faire, et la manière dont vous réfléchissez. Mmh. Et à chaque fois, voilà, il y a des c'est un peu ces 4 grands domaines dans lesquels on a ces modes de fonctionnement qui se calent et mmh, ouais, c'est précieux de le Mmh. savoir. Donc justement, tu as parlé de cette étape-là comme étant la 1re étape, ça donc d'identifier, bah, ce qui chez nous a de la valeur, les talents qu'on a, les capacités qu'on a et cetera. Et le 2e point étant, c'est de se demander qui va avoir le plus, intérêt, à me payer pour ça. Et ça, c'est encore une autre marche. Parce qu'effectivement, si déjà toi, tu es convaincu que tu as pas de valeur, ça va être compliqué de convaincre quelqu'un de te payer. Et tu vois, enfin, il y a 2 choses, il y a 2 sujets là-dedans. Le premier, c'est on a parlé de: «Je gagne 15 000 € par mois» et cetera. Et du côté de combien tu as besoin. Et je sais que c'est une étape par laquelle je suis passé au moment de faire un 1er changement et de quitter mon cabinet pour me lancer à mon compte et cetera. Tu es terrifié de plus gagner d'argent. Tu vois, bah, tu commences à bien gagner ta vie pour la 1re fois. Enfin, tu es pas et en même temps, tu commences à vivre à Paris, donc tu commences à te rendre compte que ça coûte cher et cetera, même si tu es pas obligé de vivre à Paris non plus. Et tu te dis: «Mais en fait, si je pars, je perds tout, je recommence à zéro». Et donc du coup,
bah, de combien d'argent j'ai vraiment besoin? Est-ce que cette question financière, c'est quelque chose qui vient souvent se mettre au milieu des projets de reconversion ou de transition que tu accompagnes? Et comment est-ce que tu recommandes de la gérer? Parce que bon, moi, c'était vraiment une approche très très comptable et financière de: «Il me faut tant par mois pour survivre et après on verra», tu vois? Alors, évidemment, elle vient hyper souvent dans le milieu parce que, l'argent, on a beau dire que ce sont des chiffres et une devise, Mmh. c'est et du coup, c'est rationnel et c'est cartésien et c'est mental. Non, l'argent, c'est tout sauf rationnel. L'argent, Mmh. c'est, 95 d'émotionnel et 5 qui payent tes factures. Parce qu'on a mis derrière, l'argent, le salaire, du coup, la valeur de nos existences. Mmh. Oui, c'est Parce une que échelle du de coup, valeur qu'on aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais dans la vie? C'est pas, c'est qu'est-ce que tu fais comme travail? On te demande pas si tu es un bon ami, si tu es un bon parent, si tu es un bon collègue, enfin, si tu es épanoui dans ta vie, c'est qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que demain à 9 heures, tu es où? À quoi tu mmh. sers, quoi? Mmh. Et derrière, en fonction de ce que tu donnes, on va se dire: «Ah OK, donc il est là du coup dans l'échelle, professionnelle, sociale, machin, donc il gagne tant, donc ah ouais», enfin et et nous-mêmes, on s'est mis à nous ranger et à nous auto-juger Mmh. par, notre salaire et Est-ce que tu pèses ou pas, quoi? Mmh. ouais et c'est atroce parce que, Mmh. bah, on a vu premier confinement, au final, les personnes qu'on a applaudies dans la rue, c'était pas les banquiers qui gagnaient, 15 000 balles par mois. C'était les personnes qui faisaient les jobs dits essentiels, et qui Mmh. continuaient à aller, récurer les chiottes dans les hôpitaux, et puis tous les autres évidemment, mais je veux dire, je le ca et on n'a jamais revalorisé la pénibilité de ces jobs-là, ce qui est scandaleux, parce qu'en vrai, le mec qui gagne 15 000 balles par mois, pour 10 000 balles par mois, il les récurerait pas ces chiottes-là. Mmh. Donc c'est bien qu'il faudrait les valoriser pour qu'ils soient juste au moins au SMIC. Ah, c'est Voilà, tu prêches à convaincu sur voilà. rémunérer les gens en fonction de leur utilité sociale, oui, ça c'est Mais non, on a fait les calculs différemment. Mais donc évidemment, l'argent, c'est émotionnel et donc pour ça, on peut pas juste faire, ce que tu disais, de le calcul comptable de, à combien mmh. s'élèvent mes factures. En vrai, il est essentiel de passer par là, mais d'abord, il faut commencer par déconstruire toutes les petites phrases avec lesquelles on a grandi, qui font Mmh. que nous-mêmes, si on gagne pas X, on va nous-mêmes nous dévaloriser, et Mmh. aux yeux des autres. Donc c'est effectivement essentiel d'arriver à mais voilà, on vit au travers, du regard des autres, enfin, ce qui est pas une bonne chose, hein, mais c'est souvent le cas. Mais c'est vrai qu'il faut être, drôlement bien épanoui, et équilibré dans sa vie, dans sa tête, dans son corps et cetera pour, arriver à nous élaborer au quotidien, dans juste, ce qui est important pour nous-mêmes et ce qui nous tient à cœur et ce qui nous rend heureux. Mmh. Je connais pas énormément de personnes qui en soient capables. Mais donc effectivement, la question de l'argent, du salaire, est fondamentale, mais ça implique, autre chose que juste une négo, au départ ou à l'embauche. C'est d'arriver à être, aligné soi-même avec, en fait, ma valeur, c'est moi qui la définis Mmh. et après, qu'est-ce que j'ai envie de pouvoir financer d'un point de vue très concret de facture? Mais c'est 2 sujets distincts. Mmh. Oui, ce côté effectivement aller chercher cette validation, interne et pas forcément que externe. Et si je reviens sur le 2e aspect qui était, alors tu dis c'est pas juste une négo, mais si tu veux en tout cas, que tu sois à ton compte, il te faudra des clients, que tu veuilles être salarié, il faudra que quelqu'un t'embauche et donc tu es à peu près au courant que tu as des compétences, X ou Y qui sont probablement transposables et cetera et puis tu te retrouves devant des offres d'emploi où on te demande d'avoir, X années d'expérience sur des sujets où tu comprends à peine les mots, qui sont écrits, mais tu te dis quand même: «Mais cette entreprise ou cet asso ou cette organisation de manière générale, ce à quoi elle contribue, c'est super chouette. J'ai vraiment très envie d'aller bosser pour eux». Hem, Comment est-ce que j'arrive à me mettre en avant, à postuler, tu vois, en amenant quelque chose, en sachant qu'en fait je coche pas toutes les cases? Parce que ça, c'est pareil, je vois énormément d'amis autour de moi qui disent: «Mais non, mais ça, c'est pas possible en fait». Enfin, j'ai pas d'expérience dans tel domaine, parce que moi j'ai fait que de la finance. OK, bah, ouais, mais enfin, du coup, tu pourras jamais à ce tarif-là, tu peux jamais changer, puis autant rester toute ta vie dans l'endroit où tu es très malheureux. Donc, comment est-ce qu'on dépasse ce trope de: «Je suis pas le candidat idéal, donc ça sert à rien» et comment est-ce qu'on se valorise, en sachant qu'on a un parcours qui est peut-être un peu plus atypique que ce qui est recherché au départ pour le job? Hem
la question est complexe parce qu'elle recoupe plein de choses, mais alors du coup, si on reprend par exemple ton ami qui bosse en finance, ou ton exemple Mmh, qui bosse en finance, les pistes, sont quand même extrêmement variées. Admettons, il a un poste X dans cette mmh, structure-là. Déjà, il y a un premier pas qui est de regarder peut-être qu'en interne, il y aurait mmh, d'autres missions qu'il pourrait faire peut-être dans d'autres services, toujours sur des compétences de finance bien sûr, mais est-ce qu'ils n'ont pas développé un nouveau projet, qui ne soit pas du greenwashing, qui aille dans le bon sens, mais sur lequel il pourrait s'impliquer? Ou est-ce qu'ils cherchent pas à développer, tu vois, parfois, une autre boîte, c'est pas exactement la même boîte, mais tu vois une mmh, filiale qui, elle, serait plus engagée et cetera et du coup, il pourrait s'impliquer là-dessus. Après, c'est de se dire: «OK, mais mes compétences restent là, aujourd'hui, elles sont mises au service de quelque chose que je ne cautionne pas, que je ne cautionne plus», mmh, mais du coup, de le faire dans, une banque engagée. Ou un mmh, fonds d'investissement engagé, ou en philanthropie, puisqu'aujourd'hui, il y a quand même un certain nombre de fondations qui existent, de nombre de structures qui vont, vraiment essayer d'utiliser l'argent pour en faire des choses, chouettes et qui contribuent à des enjeux de société, ou dans des ONG qui font de la collecte de fonds. Enfin, il y a quand même, plein de besoins. Nous mmh, typiquement en interne, maintenant, on a quelqu'un qui nous accompagne sur le contrôle de gestion et ben, c'est ô combien précieux parce mmh, qu'on a besoin de savoir comment, mais on est une entreprise d'utilité sociale, on a besoin derrière d'avoir des personnes qui sont très compétentes pour nous aider à faire en sorte que la boîte, elle tourne bien. mmh, Donc voilà, c'est des et donc lui, dans son cas, je suis persuadée qu'en redécoupant, soit les missions qu'il avait ou les compétences qu'il avait et après on peut même continuer à dériver sur, en vrai, son savoir-être parce que, quelqu'un qui a, toi, par exemple, qui savais donc tu étais consultant et donc tu arrivais mmh, à reformuler les choses et cetera, la manière de transposer ça aussi. Donc des pistes, il y en a énormément et c'est ce qu'on va vraiment aller chercher dans le cadre du bilan de compétences, de redécomposer au maximum tous mmh, les éléments, poser tous ces ingrédients sur la table, que la personne puisse prendre du recul et se dire: «Ça, j'aime bien, ça, j'ai envie de le garder, ça, j'en veux plus». On pousse, on retrie, on regarde quelles histoires ça continue à raconter et si par rapport au projet aux envies qu'il y a pour le futur, on peut récupérer ces ingrédients-là. Est-ce qu'il faut qu'on en rajoute d'autres? Parfois, il y a besoin de faire une formation. En vrai, dans 9 cas sur 10, il n'est pas nécessaire de faire une formation quand on change. Mais mmh. parfois c'est nécessaire ou parfois c'est une micro-formation. Mais souvent les gens pensent qu'ils vont devoir repartir pour, un truc qui va durer 2 ans minimum, qui va coûter 20 Mmh. 000 balles, et ça souvent c'est pas Bloquant. nécessaire. Mmh. Parce qu'on après, ce dont on a besoin, c'est d'avoir des compétences transposables, et il y a plein de structures qui vont vous recruter, qui vont dire: «Nous, on bosse avec tel outil, donc on va vous recruter, on va vous former pour savoir utiliser tel outil». Que ce soit une forme de perceuse ou un logiciel, hein, je veux Mmh dire en termes mh. Ouais, de ouais, ouais, j'entends. mais si vous avez bossé pendant 10 ans pour vendre des aspirateurs et que vous postulez pour, travailler dans une boîte qui vend des fenêtres, ne faites pas une thèse sur les fenêtres avant de postuler. Non, mais je le formule comme ça parce que c'est choquant Non, et ouais, bien ça sûr. percute, mais Mmh. c'est en vrai, c'est, les gens qui me disent: «Non, mais je voudrais bosser dans telle boîte, du coup, je vais faire un mémoire sur le gaspillage alimentaire». Mais ils cherchent un logisticien. Ne fais pas une thèse sur le gaspillage alimentaire. Juste, tu fais de la logistique et tu vas après apprendre les spécificités du cas du gaspillage alimentaire là-dessus. Mais on a un syndrome de l'imposteur qui est fatal, et qui nous met des Mmh. bâtons dans les roues. Mais non, du coup, pour l'histoire des fenêtres, ils vont vous embaucher parce que vous êtes un bon vendeur ou une bonne vendeuse et voilà et ça va nous permettre de bosser sur la question de l'efficacité énergétique, mais on vous donnera les arguments quand vous serez dedans. Mmh. Mais voilà, Et faut ce trouver d'abord. syndrome de l'imposteur, est-ce que tu l'as connu, toi? Oui, bien sûr! Ah ouais, Et pendant qu'est-ce des qui a années. marché pour toi? Heu, j'ai vécu surtout des situations alors il y a eu plusieurs cas. Il y a eu soit où je suis vraiment allée, à une époque, je faisais du plaidoyer politique et je devais aller Mmh. à la défense, on faisait des réunions, du coup au ministère de l'écologie Mmh mh. et j'ai vécu une situation, d'humiliation publique, par, voilà, un représentant d'une grosse industrie, qui avait pas du tout envie qu'on mette en place les systèmes de bouteilles consignées et du coup qui, voilà, en 2 phrases, a fait que je me suis, liquéfiée sur ma chaise juste parce Mmh. que voilà, c'était, un type qui avait, 2 fois mon âge et que du coup il était en costard et que moi je représentais l'associatif, enfin du coup l'intérêt général puisque c'est quand même le but, et que, voilà, petite fille sage, je me suis pas dit: «Bah non, mais là ce que je dis c'est vrai, on en a Mmh. la preuve» et au final, quelques mois après, on a lancé l'ADEME a lancé, donc l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de Mmh mh. l'énergie a lancé un suivi de projet pour aller regarder concrètement, OK, bah la consigne ils font quoi et donc
j'avais donc bien raison, mais il n'empêche que voilà, qu'il m'a cassée en 2 et que je me suis juste terrée sous terre. Donc c'est un truc qu'on a très facilement et que quelqu'un peut raviver, voilà. Donc syndrome de l'imposteur, effectivement, il suffit que quelqu'un vienne l'attiser, c'est Oui, tout à fatal. fait. On peut Mmh. l'avoir aussi tout seul. Et pendant très longtemps, heu, du coup, pendant des années, j'ac je soutenais des gens qui se posaient les mêmes questions que celles que je m'étais posées des années auparavant, donc ça commençait à se faire. Mais effectivement, quand il a fallu créer mon job de sens, je me suis pas dit: «Je vais faire avec ce que j'ai, ça a l'air d'être déjà un peu utile comme ça». Je me suis dit: «Il faut que je fasse une formation de coaching professionnel». Donc j'ai fait ma petite formation de Mmh. coaching professionnel, j'ai payé 10 000 balles, et en vrai, cette formation, c'était le tampon dont j'avais besoin pour me dire: «Ah ça y est, je peux le faire». Et Mmh. en vrai, ce que les gens étaient venus chercher initialement mon job de sens, c'était pas du coaching professionnel. Ils étaient venus, chercher une réflexion, des pistes. Enfin, ça m'a donné des outils, mais je me suis bien plus pris la tête que ce que c'était nécessaire et que ce que ça a été utile par la suite. Donc Mmh. oui, moi la première. Oui et du coup, effectivement, c'était ma deuxième question, c'était qu'est-ce qui a marché pour toi justement pour le, bah, pour en sortir? Si tant est qu'on arrive à en sortir, entièrement un jour, mais en tout cas, c'est l'image que tu renvoies d'avoir, en tout cas, beaucoup conscientisé les processus qu'il y a derrière et qui peuvent elles peuvent être des choses qui sont limitantes et qui peuvent te retenir. Bah, c'est important d'arriver à bien se connaître. Je vais dire, de connaître ses forces et ses faiblesses. Alors ça fait cliché, mais en fait, faut arrêter de chercher à être un super héros, et de tout faire et Mmh. tout machin. Non, on n'a pas besoin que chacun sache tout faire. On a besoin d'équipes, de gens qui soient complémentaires, d'oser dire: «Là, je sais pas, j'ai besoin d'aide», de dire: «Ça, j'aime pas le faire. Est-ce que quelqu'un me le fait?» «Tu adores? Comment ça tu adores?» «Mais moi je déteste l'administratif». «Ah ça ne te dérange pas, ça te détend?» «Mais tiens, voilà ma pile de courrier en retard». Et en fait, en vrai, la société, elle se construit pas autour de d'énarques. La société, elle se construit autour de tribus, qui vont s'organiser collectivement pour répondre à des missions qui sont pratiques pour, des gens. On Mmh. se on se prend la tête, parce qu'on a la place de le faire, heu donc voilà, on a ce luxe d'avoir du temps de réflexion, donc on le fait. Mais quand tu as les mains dedans, tu as les mains dedans, puis tu te poses pas de questions. Donc oui, je suis persuadée que, il faut juste, heu, arriver à se regarder avec un petit peu d'honnêteté, Mmh. arrêter de se forcer et une fois que tu te connais, tu dis: «Moi, j'aime bien faire ça. OK, ça peut être utile à qui? Ah, ça peut être utile là, là, là et là. OK, ça pourrait donner quoi comme projet? Comment je peux y aller?» Et en fait, faire simple à chaque fois, c'est comment on simplifie ce truc qui me prend la tête? Et souvent, le Mmh. chemin le plus simple, c'est le bon chemin. Mmh. C'est Intéressant, là que je vais pardon, vas-y. non, vas-y, je t'en prie. Non, je trouve ça intéressant. Et c'est là que je peux même te sortir la petite métaphore de la patate. Oh là, vas-y, alors ça donne envie. Ouais, je savais que ça allait te plaire. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe si tu laisses un sac de patates au noir dans une cave? Il germe? Exactement. Donc ça, c'est assez basique, mais du coup, si jamais dans ta cave, il y a un petit ray de lumière d'un côté, et ben, qu'est-ce qu'elles vont faire les patates? Ça va germer vers la lumière? Exactement. Même si elle est loin, au final, la patate, instinctivement, elle a besoin de cette lumière. Mmh. Et du coup, elle va se diriger vers là-bas. Et pourtant, la patate, c'est pas forcément un organisme qui a, un cerveau qui fait 3 kilogrammes, voilà. Mais pourtant, spontanément, ça le fait. Et nous, les humains, on a plutôt tendance à complexifier le truc tant qu'on peut, et jusqu'à, voilà, effectivement, bah, étouffer nos idées, nos machins, parce qu'on pense que ce qui se passe spontanément, c'est pas bien, que c'est trop Mmh. facile et que, voilà. Après, on nous a aussi nourris à la dopamine, donc on fait attention. Mmh. Mais heu, en vrai, spontanément, on a des intuitions. Il y a des milliers d'années, voire des millions d'années, quand du coup tu as un petit groupe qui est assis par terre au coin du feu et qui dit: «J'ai l'impression qu'on nous observe», et que tu as un truc de peur qui monte, machin, il y avait des réactions, enfin voilà, il on avait les intuitions, on était connectés à ce qu'on ressentait. Et tiens, le sol vibre, on va peut-être se pousser du milieu puisqu'il y a un troupeau de mammouths qui arrive. Voilà, on était à l'écoute et on arrivait à réagir en fonction de ces choses qu'on ressentait. Et aujourd'hui, on ne se fait plus confiance, et on n'arrive pas à les suivre, ces intuitions. Et parfois, tu as besoin d'avoir
tu 14 signes qui arrivent pour te dire: «Si, regarde, c'est une bonne idée. Si tu fais regarde, tu pars dans cette direction», puis tu as que des trucs positifs qui te disent: «Ah et en plus, mais si, en plus, il y a mon frère qui bosse dans cette boîte et tout, tu vas voir, il pourra t'accueillir. Ah mais en plus, ils vont pouvoir te faire, découvrir ce logement-là. Ah mais ils vont te prêter une voiture». Enfin, bon, OK, tous les signes me disent qu'en fait, ce serait une bonne chose que j'aille partir dans cette boîte, même si ça me change de ville et qu'il faudra que je trouve un véhicule. Bon, OK. Voilà, à un moment, on a besoin aussi d'écouter Mmh. et de s'ouvrir à tout ça. Mais spontanément, on a tendance vraiment à ne pas le faire. Non, on a tendance à pas le faire et puis la différence entre l'être humain et la patate, au-delà du cerveau qui fait 3 kilogrammes, c'est que ce cerveau, il a la capacité à appréhender une notion, qui est bien étrangère à la patate, qui est le coût d'opportunité. Et ça, c'est un point que je voulais, discuter avec toi parce que typiquement, si on file ta métaphore, ce serait se dire: «En fait, je vais pas aller vers telle lumière-là parce que peut-être que dans 10 jours, il y en a une beaucoup mieux et bien plus intéressante qui va arriver de l'autre côté, sauf que je me serais déjà trop dirigé de ce côté-là, donc c'est mort, je pourrais pas revenir en arrière et donc du coup, bah, autant que je bouge pas». Et en fait, ce raisonnement-là, il peut durer très, très longtemps. Et tu vois, justement, tu parlais de coaching. Quand tu fais des accompagnements avec, ces démarches-là, il y a souvent cette étape de visualiser l'état désiré, le côté vers ce qu'on veut, ce qu'on veut obtenir, vers où on veut aller. Alors qu'à l'inverse, quand on est dans une situation de: «Je veux amorcer un projet de transition professionnelle», on sait une seule chose, c'est ce qu'on veut pas. Et quelque part, surtout quand on est en début de carrière, ce qu'on veut pas, c'est probablement ce qu'on a toujours connu, d'un point de vue, professionnel, ce qui rend très difficile d'imaginer, hem, ce que serait d'avoir une situation d'emploi professionnel où on soit pleinement épanoui et aligné. Donc la question que j'ai pour toi, c'est comment est-ce qu'on sait qu'on est arrivé au bon endroit ou qu'on se dirige vers le bon endroit, et que, parce qu'en gros, là, il faut juste y aller, s'écouter, se faire confiance et arrêter de regarder, tout ce qui pourrait se passer de terrible et ou de mieux qui pourrait nous arriver à côté, donc on sait pas et on reste au même endroit et ça peut durer vraiment très, très longtemps. Alors d'abord, j'ai envie de répondre à l'inverse de ta question, qui est que, La souvent patate peut peut faire le coup d'opportunité. exactement, mais qui est de dire que souvent, on pense que l'herbe, elle est toujours plus verte dans le pré d'à côté Mmh. et que quand on n'est pas bien dans une situation, on a envie de tout jeter. Quand tu es pas bien pour aller bosser, tu dis que c'est monde de merde, job de merde, je veux me barrer parce que, tout est pourri et parfois, en fait, ce qui est pourri, c'est le projet sur lequel je bosse en ce moment et ce projet-là ne remet au final pas en question mes collègues avec qui, quand je suis de bonne humeur, ça se passe bien ou quand on n'est pas tous stressés par le projet, en fait, on s'entend bien. Peut-être que la mission, enfin, genre l'intitulé de mon poste, en fait, il me convient bien, mais donc c'est que le projet. Je déteste la boîte, mais en fait, non, c'est pas la boîte, c'est la boîte en ce moment. Mais quand on en Mmh. a ras-le-bol, à un moment, on supporte plus rien, ni le trajet pour y aller. Et c'est en ça que c'est important de décomposer pour savoir en Mmh. vrai qu'est-ce qui ne va pas. Parce que le risque, c'est aussi de refaire la même connerie, 10 mètres plus loin. Et ça arrive. Mmh. Ou parfois des gens qui disent: «Bah, je quitte tout», et reprennent quelque chose de pire juste après. Mmh. Parce que ce qu'on a tendance aussi à croire, c'est que quand on va quitter un job et qu'on va être au chômage, on aura le temps pour réfléchir et pour monter des projets et pour prendre soin de nous et pour non, le jour où tu es au chômage, tous tes proches te font culpabiliser à mort d'avoir quitté un CDI qui était bien payé, où tu avais une bonne place et du coup, tu as juste le stress ultime de te dire: «Il ne me reste plus que 64 jours avant la fin de mes allocations de Mmh. retour à l'emploi». Donc autant te dire que ta créativité à ce moment-là, elle est, ras des pâquerettes. Donc, il est impossible de s'imaginer une meilleure nouvelle vie, quand on est en phase de stress comme ça. Mmh. Le cerveau, il bug. Donc, il a juste besoin de sécurité, donc de retrouver quelque chose de rationnellement, acceptable. Ce qui va juste dire un truc, qui te permet de payer les factures. Donc il y a vraiment ce problème-là de à la fois donc tu peux t'éloigner, mais pas avoir fait la mission, préalable de réflexion avant de partir et du coup, ta question à toi, Mmh. falloir que j'arrive à retomber sur mes pattes, mais je crois que je vais avoir besoin que tu m'aides à retomber sur mes Non, pattes. mais c'est simplement, mais justement, tu es dans cet état-là et en fait, ça complexifie d'autant plus, tu vois? Tu es dans cet état-là de rejet en bloc. On connaît ce que tu viens même si on connaît ce que tu viens de dire, ce côté il faut décomposer, faut pas te jeter le bébé avec l'eau du bain et cetera. En vrai, hein, c'est toujours très, très dur de se faire convaincre, soi-même de ça quand on est dans ces situations-là. Et puis il y a ce côté de, bah, en fait, c'est très dur de visualiser cet état, dans lequel on est bien et en fait, ma question pour toi, c'est comment on sait qu'on va vers dans la bonne direction? Et a fortiori, si c'est possible, comment est-ce qu'on sait qu'on est arrivé au bon endroit et que, ça vaut plus la peine peut-être de continuer à chercher, ou à espérer ou à pas bouger ou dans l'attente que quelque chose de mieux nous arrive, quoi? Hem,
Alors, mauvaise nouvelle, il y a pas de réponse, divine qui va arriver et en vrai, on n'est jamais arrivé au bon endroit. Déjà parce que le la seule constance dans ce monde, c'est que le changement est permanent, que même si vous, vous ne changez pas, que votre boîte ne change pas, le monde change. Vous l'avez sans doute remarqué, moi je n'écoute plus les infos. Je sais pour contribuer à quoi je me lève le matin, j'ai plus besoin de savoir, dans quelle mesure est-ce que Mmh. c'est un peu pire chaque jour. Donc voilà. Si c'est juste pour que ça me démotive, je vois pas l'intérêt. Donc le but, c'est vraiment d'être à ouais, d'être à l'écoute de ce qu'on ressent au fur et à mesure. Donc à un moment, quand nos intuitions, elles nous disent: «Bon, ça m'attire vachement, ça me tente, mais, est-ce que c'est un caprice? Est-ce que c'est vraiment bien pour moi?» Mais vous allez pas enfin, c'est un job quoi, je veux dire, de toute façon, tout peut changer. Puis même une boîte super stable peut s'écrouler. Enfin, je veux dire, il y a pas que les petites startups, qui peuvent, faire des licenciements économiques. Non, c'est Même sûr. dans même des postes de fonctionnaires où on disait: «La seule sécurité de l'emploi qui existe, c'est la fonction publique». Même là, de toute façon, tout bouge. Donc, même si vous vous étiez bien, peut-être que ça bougera parce que le marché évolue, parce que des bulles, voilà, de spéculation sur certains secteurs, bougent et tout ça. Rien n'est sûr. Moi, mon job de sens, je veux dire, là, ça va faire 8 ans, mais déjà, je j'aurais jamais cru que j'allais rester 8 ans, en fait, non, je fais pas la même chose parce que ça change tout le temps. Mais R rien n'est immuable déjà, donc Mmh. suivez, votre effectivement, c'est dur d'écouter son intuition, mais faut vraiment arriver à ressentir ce que voilà, ce qu'on ressent pour que ça nous guide, quoi. Mais par contre, oui, non, ça va bouger, ça va continuer à bouger et peut-être et quand vous aurez une autre opportunité et ben, vous pourrez peut-être la saisir aussi puisqu'en fait, de nouveau, rien ne vous en empêche. Et Mmh. tout le monde enfin, parfois on se prend la tête en disant: «Mais je peux pas changer, je me suis engagée, machin». Mais vous croyez que votre boss, s'il a un truc mieux, il va pas changer? Heu, c'est en vrai, Ça, on se je prend la ça, à tête titre j'y pour suis rien. j'y suis à titre personnel très, très sujet, je comprends, ouais, effectivement. C'est parce que c'est effectivement une autre problématique, cette notion de la loyauté, de l'abandon, de ses collègues, de son boss, de son entreprise et ce que avec, aussi un syndrome un peu, sauveur quelque part, de se dire: «Tout repose probablement sur moi» et donc du coup, enfin, ouais, je l'ai ça pour le coup, je l'ai vécu et je l'ai vu vivre aussi à côté. C'est des choses qu'on remarque beaucoup et donc en fait, ce que je retiens de ton message là, c'est ce côté, en fait, enfin, déjà change un peu maintenant, fais un pas de plus et puis tu verras quel sera celui d'après, mais tu peux pas imaginer tout le trajet et encore moins te dire que parce que tu changes un peu maintenant, tu seras arrivé, au bon endroit tout de suite, quoi. Mmh. Et finalement ce bon endroit, est-ce qu'il existe? Est-ce qu'il change? Est-ce que sa définition change pas pour toi aussi en permanence, quoi? Ah ouais, mais je peux te donner un exemple, très personnel. Du coup, donc mon Mmh. job de sens, ça fait des années que, du coup, que le projet se développe. Moi, j'accompagne des gens. Pendant une période, du coup, des congés maternité et tout, j'accompagnais moins, j'étais plus sur le pilotage et tout. Et puis, là, du coup, je réaccompagne de nouveau depuis, Mmh mh. 23 ans et l'année dernière, il y a un truc qui m'a appelée et en fait, j'ai écrit une conférence spectacle sur laquelle, Mmh. du coup, ma collègue, comédienne m'a aidée à rajouter de la mise en scène. Maintenant, je Mmh. joue un spectacle. Ça fait un peu moins d'un an. Juste, tu m'aurais dit ça il y a quelques années, j'aurais jamais cru. Je me disais: «Mais à quel moment je fais rentrer ça dans mon agenda pour bosser dessus?» Et ça s'est fait tout seul Mmh. et c'est justement ça les trucs dingues de la vie, quoi et ça m'appelle et j'avais l'intuition, ce truc m'attirait donc et mais parfois on sait juste pas, voilà, Mmh. ce qui se profile à l'étape suivante mais il y a souvent des trucs cool quand même. Ouais, effectivement et c'est intéressant, tu vois, en t'écoutant, heu, si j'étais dans cette situation-là, à l'époque où je l'étais en tout cas, je sais que j'avais cette tendance à me dire: «Oui, mais de toute façon, elle, c'est différent», tu vois? Genre toi, tu es super forte parce que tu montes sur scène, mais moi, je pourrais pas. Puis enfin et puis moi, j'ai pas un peu de comédien et puis il y a toujours une raison, en fait et tu as toujours une petite voix qui va t'expliquer pourquoi ça peut ne pas marcher, et il y a toujours 10 000 très bonnes raisons que rien ne marche, hein, en réalité. Hem, est-ce qu'il y a alors c'est volontairement poser la question, de manière très, posée, mais est-ce qu'il y a une technique pour arrêter d'écouter cette espèce de diable qu'on a sur l'épaule et qui nous dit: «Mais de toute façon, toi, tu vas pas y arriver et puis les autres, ils ont toujours eu de la chance ou les circonstances et les planètes alignées, mais toi, c'est différent». Alors, ça va peut-être être un peu brutal mais ben, tu sais que tu peux te faire renverser par une bagnole demain. Mmh. Et moi, ça m'a aidée de voilà, de manière très personnelle, je porte une mutation génétique et Mmh qui mh. fait que j'ai des prédispositions au cancer et en fait, ça m'a libérée.
clairement, je suis pas malade, hein, mais c'est une épée de Damoclès au-dessus de ma tête et ouais, ça m'a donné l'énergie de me dire: «Attends, en fait, à quel moment est-ce que je vais considérer que je suis une femme adulte, que je suis responsable de ma vie et que je vais faire les choses parce que je pense que c'est une bonne chose que j'aille dans cette direction-là?» Mais c'est ce qui m'a aidée à quitter mon poste de salarié, à monter ce projet Mon job de sens et heu et ça m'a donné du courage. Mais parce Mmh. qu'effectivement, à un moment, j'ai pas envie de me dire, «Bah, voilà, tu as été bien sage, mais tu es passée à côté de ta vie meuf» et non, je me suis dit: «Ben, je j'ai envie d'être ma meilleure copine et de prendre soin de moi et de me dire OK, de me regarder dans la glace et de me dire: "Comment tu vas, en fait? Ça va pas. OK, il faut quoi? Tu as besoin de quoi, là? Là, j'ai besoin de repos, là, j'ai besoin de joie, là, j'ai besoin de faire un truc avec des potes, là, j'ai besoin de faire un jeu avec mes enfants", enfin et de me dire, voilà, qu'est-ce qui m'anime et j'ai envie de mettre quoi dans mon boulot? J'ai envie de plus de gens, plus de liens, plus de kiff et voilà, me poser ces Mmh. questions franchement, et de plus avoir cette peur-là. Parce Mmh. que c'est voilà, c'est le seul bouton fin, quoi. Parce Ouais. qu'en vrai, tu vois, je me suis toujours dit: «Si je perds mon boulot, ben, je réfléchirai pas, j'irai bosser, pour mettre des fruits et des légumes en rayon juste à côté parce que je peux trouver un job du jour au lendemain, ils cherchent toujours du monde». Et Mmh. pendant ce temps-là, je réfléchirai. Je réfléchirai pas Mmh. chez moi. Je réfléchirai en train de faire un truc, comme ça je paierai les factures sans stress et puis voilà, on verra ce qui ça m'aidera bien à me motiver à réfléchir de manière efficace, quoi. Ouais, c'est intéressant. Et c'est vrai qu'il y a ce côté, tu vois? C'est vrai que moi j'ai toujours eu la croyance que c'était enfin que tu pouvais pas, moi je pouvais pas en tout cas, réfléchir dans l'endroit où j'étais, à l'étape d'après. Et d'ailleurs, c'est pas ce que j'ai fait puisqu'en gros je me suis levé un matin, j'ai claqué ma dème et je me suis on était en janvier 2000 en décembre 2020, je suis parti en janvier 2020 de mon job de salarié en me disant: «Whatever, je vais devenir indépendant, on verra». Ensuite, il y a eu quelque chose qui s'est appelé le confinement, et qui m'a obligé en fait à me poser, réfléchir et cetera. Et en fait, je me suis réveillé un matin avec une pêche que j'avais plus eue depuis, 4 ou 5 ans. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé à prendre des calls, à faire des intros et cetera et que j'ai trouvé, l'endroit où je suis aujourd'hui. Mais pour toi, est-ce que c'est possible du coup de se dire: «Non mais je prépare l'après en étant encore dans l'avant»? Parce que moi tu vois, j'ai personnellement, j'ai l'impression qu'il faut être capable de faire une déconnexion entre 2 parties de son cerveau pour, réussir à faire ça, sans être complètement parasité par, la situation que tu as envie de quitter. Alors, ça se fait, mais c'est dans les personnes qu'on accompagne, ceux qui sont encore en poste, c'est sûr que c'est pas facile parce qu'ils doivent faire enfin, ils sont déjà fatigués et s'ils veulent changer, souvent c'est qu'ils sont fatigués et il y a beaucoup de choses à porter et c'est dur d'avoir cette ouverture. Et en même temps, on en a plein qui sont déjà au chômage et qui, du coup, ont leur créativité qui est quand même aussi limitée parce qu'ils ont le stress de, la fin des droits au chômage et du coup de ce truc-là. Donc je ne sais pas ce qui est le mieux. Je pense que ça dépend de chacun. On n'a pas les mêmes choses qui on n'a pas besoin des mêmes choses. Est-ce que ça peut être un moment juste de prendre un peu des vacances, de faire un pas de côté, Mmh. enfin juste de créer un petit peu d'espace pour ouvrir ces questions-là. Mais moi, quand j'ai quitté mon CDI, je sa enfin, j'avais j'avais l'idée, j'avais l'envie, du coup, de créer mon job de sens, mais il y a plein d'étapes qui se sont déroulées après. Mais en tout cas, j'étais pas dans l'inconnu. C'était dans le vide, ça c'est clair, Mmh. mais je savais pourquoi. Je savais pas quoi exactement. Je savais pas, qu'un jour j'allais devoir me faire, des audits Qualiopi pour qu'on soit, certifié Qualiopi, éligible au CPF. Je Ça, c'est pas la partie ah là qu'on là, anticipe et le plus, ouais, c'est effectivement. ça. Alors, tu devrais être un organisme de formation, avoir ton numéro de déclaration d'activité. Tu genre: «What?» Non, mais je Mmh. n'aurais jamais fait ça si j'avais su qu'il avait fallu passer par telle étape. Mais Mmh. j'avais mon pourquoi. J'avais le à quoi j'ai envie que ça serve et ça m'a guidée, ça m'a donné l'énergie. Parce qu'en fait, c'est pas le quoi qui nous donne, l'énergie, c'est le pourquoi, c'est le why. Mmh. Que non, Mmh. j c'est de nouveau, c'est un peu cliché, mais on a besoin de ça, en fait, on a besoin de savoir pourquoi on se lève le matin, à quoi on a envie que ça Mmh. c'est toujours cette fameuse histoire de à quelle distance de toi est le bénéficiaire que tu as envie de toucher? Mmh. Effectivement, à un moment, voilà, de se dire: «Ben, est-ce que j'ai peut-être envie, là, pendant quelque temps, d'aller donner un coup de main à l'asso qui soutient les réfugiés?» parce que, bah, nous, on a de la chance d'être dans un pays qui n'est pas en guerre sur notre territoire. C'est pas le cas de tout le monde. Donc effectivement, à un moment de se dire, ben, voilà, j'ai envie de contribuer à ce truc-là, ça peut être juste un truc ponctuel. Putain, ça fait du bien, en fait. Tu te dis: «OK, là, il y a besoin. Là, je me sens utile». Mmh. Bon, bah, en fait, tu découvres une thématique. J'ai donné celle-là, mais il y en a plein des enjeux. Et le truc qui fait que tu te dis, «Ouais, en fait, ça vaut la peine de se lever le matin» et parce que des besoins dans la société, il y en a beaucoup. Que ce soit autour du Mmh. prendre soin, autour de l'alimentation, autour de l'énergie, autour de l'éducation, enfin voilà, des enjeux, il y en a beaucoup et on a vraiment besoin de vivre ensemble.
Mmh. de surtout de plus être juste, seule derrière son ordi et de voilà, de co-construire un monde qui nous donne envie de vivre dedans, en fait et ce Mmh. monde-là, il est pas juste avec Netflix, enfin, je suis la première à me dire, «Tiens, j'ai envie que personne m'emmerde et je vais me regarder une petite série. C'est bon, les enfants dorment». Mais en fait, la vraie vie, c'est quand même d'être connecté à des gens. On a trop été habitués à être confinés et de sortir, d'aller au café, de regarder les gens, de parler aux gens. Sartre disait: «L'enfer, c'est les autres». Hélas, dans le monde réel, on vit avec les autres. Il faut qu'on réapprenne à avoir envie de faire des choses ensemble et de pas Mmh. juste, nous élaborer chacun dans notre coin, Mmh. c'est pas ça la vie. Bah, je suis bien d'accord avec toi et ça m'amène à une, quasiment un dernier sujet. Tu parlais du pourquoi, c'est quelque chose qui est très important pour moi aussi, c'est le pour qui, tu vois? Et avec qui je vais bosser et avec qui je vais donner mon temps. Alors effectivement, le pourquoi, quel projet et cetera et ce qui est très difficile, je trouve, aujourd'hui, alors c'est pareil quand tu te mets dans la position de quelqu'un qui cherche un emploi salarié, très probablement auprès, d'une entreprise, d'une ou enfin, dans tous les cas, d'une organisation, de se dire: «Comment je fais pour différencier ce qui est sincère de ce qui est bullshit, de ce qui est du greenwashing ou du culture washing?» Et nous, ça, je le vois tous les jours dans les accompagnements que je fais, sur des sujets de culture entreprise et cetera. Tu as des entreprises qui sont extraordinaires, qui gagneraient à être connues pour la manière dont elles prennent soin de leurs salariés, pour l'impact qu'elles veulent avoir, pour le fait qu'elles ont une raison d'être, qui est, hyper, ancrée dans leur stratégie et cetera. Et en fait, c'est pas forcément celle qu'on voit le plus. Hem et tu sais, tu as cette situation cette citation pardon de d'Hannah Arendt qui est le problème quand du monde quand tu as un mensonge, et c'est pas qu'on ne va pas, croire ceux qui disent la vérité, c'est qu'on va juste plus rien croire. Et tu as ce côté, en fait, tu sais plus à qui tu peux faire confiance, donc tu fais plus confiance à personne. Et donc, toi, quand tu accompagnes des gens, vers quoi tu les orientes? Qu'est-ce que tu leur conseilles de regarder dans une organisation, dans une entreprise pour se dire: «Cet endroit-là, c'est sincère, ça va matcher avec les valeurs que j'ai envie de porter»? Alors, la Laura raisonnable te dirait: «Tu peux regarder s'ils ont pas des labels, si c'est des bicorps, s'ils ont le label Lucie, Sur qu'on regarder un on a peu leur essayé de rapport lancer de développement». un label pour ça aussi d'ailleurs, en se disant avec cette approche-là justement, tu vois? Non, mais effectivement, tu as toujours ça, mais en vrai, si tu tombes sur quelqu'un comme moi qui dirige la boîte, qui va dire: «Faut qu'on se fasse un label, on fait tout du mieux, les gens qui bossent avec Mmh, nous, ils sont trop contents, les bénéficiaires tant que» enfin, genre tout le monde est super content, maintenant faut qu'on fasse tout ça, mais juste c'est chiant et effectivement les seuls qui vont y arriver, c'est ceux qui vont avoir les thunes pour mettre des gens mmh, pour, bosser sur des rapports et faire des jolis trucs. Et ça me gave. Voilà. Mais je pense que dans ce cas, le meilleur moyen, c'est de discuter avec des gens qui bossent dans cette mmh, structure. Parce mmh, que la même une asso, où vous dites: «Ah, elle bosse sur cette thématique, ça me plaît trop». Ouais, enfin, des managers toxiques, qu'ils soient hommes ou femmes, hein, je veux dire, il y en a dans toutes les structures, qu'elles soient associatives ou ultra capitalistes, peu importe. C'est voilà, c'est le jeu. Je pense que c'est important d'aller vraiment, heu et regarde sur LinkedIn ou prendre des apéros, ou aller à des conférences ou rencontrer des mmh, vrais gens avec qui vous prenez mmh, un café, une bière, complètement. et pour savoir comment ça se qui disent: «Voilà, comment ça se passe, ah parce que je vois que vous avez une histoire de gouvernance partagée, ça a l'air bien». Ouais, non en fait c'est pas bien, c'est complètement bullshit, Ouais, ils nous prennent la tête avec ça, c'est du n'importe quoi, c'est pour nous enfumer, ils ont fait tant de bénéfices et même Martine, elle a pas pu être augmentée alors que, des galères dans sa vie, enfin, je pense que c'est important, c'est de se c'est vraiment d'être sur des trucs, un peu francs quoi, un peu francs du mmh, collier, éviter la langue de bois et les jolis discours et ouais, parler avec des gens quoi, poser des vraies questions et oser mmh. faire des entretiens réseau, vous leur demandez pas un job, vous leur demandez, Oui, ça, c'est vraiment important pour le coup. «Parle-moi de Et ton boulot, raconte-moi la vérité quoi». et ce qui veut aussi dire, n'essayez pas d'aller chercher le gars qui a, 20 ans de plus que vous et un titre hyper ronflant en disant, «Il pourra sûrement me recruter». Parce que c'est pareil, c'est une erreur qu'on voit beaucoup et en vrai, bah, c'est pas là celui-là qui va vous aider à comprendre, à quoi va ressembler votre job potentiellement demain et ce qui se passera vraiment Mmh. pour vous. Et quand c'est Hem, des pour des associations, si vous rêvez de bosser dans une asso, bah, soyez bénévole. Avant d'essayer de leur demander un poste payé, déjà allez faire des missions, ça va vous permettre de rencontrer les équipes, de voir un petit peu comment ça se passe, et de vous dire, «Non mais en fait c'est mort, ils sont tous dans mmh, tel état d'esprit, moi ça me parle pas», ou vous dire, «Non c'est génial, je ne rêve que d'une chose, c'est de bosser là et du coup ça m'a donné des supers arguments pour ma lettre de motivation parce que je sais de quoi je parle». mmh. Hem
Et en plus, potentiellement, ça m'aura rassuré sur ma capacité à faire, puisqu'en fait, je bosse déjà avec eux, puis Tout à fait. c'est pas si intimidant que ça. Merci beaucoup, Laura, pour tout ça, pour tous ces conseils. Il me reste une question à te poser, qui est la question que je pose toujours en fin d'épisode. Ça va être très dur pour toi. Finalement, si quelqu'un nous écoute, et on est au début de sa démarche, heu, ce serait quoi le conseil que tu lui donnerais pour réussir à aligner son job et ses valeurs? Hem, Tout ça, clairement, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Ça va durer un moment et il va vous falloir de l'énergie et de la motivation, et chaque matin, pour continuer à vous engager dans une mission qui vous anime. Parce que le but, c'est quand même vraiment ça, c'est d'avoir la patate le matin. J'adore les patates. Mmh. Et du coup, voilà, de vraiment choisir quelque chose qui vous mette en joie, ou qui vous met dans une énergie positive. Parce que la joie, c'est une énergie pique, c'est un truc un peu waouh! Déjà juste de se sentir serein et paisible, de se dire: «Ah ça me tente, voilà, je suis content». Et pour ça, il faut vraiment vous dire que c'est un endroit où vous pouvez être au naturel. Donc trouver une activité où vous allez pouvoir être vous-même. Ça paraît cliché de nouveau, mais ça ne fonctionnera que comme ça. Si vous devez mettre un masque quand vous allez bosser, c'est l'angoisse. Mmh. Voilà, et du coup pour ça, c'est vraiment d'arriver à vous reconnecter à vous-même, à identifier vos talents, à trouver votre petite étincelle personnelle, voilà. Qu'est-ce que vos proches, ils kiffent chez vous et comment vous pouvez le mettre dans votre boulot, quoi. Mmh. Et le but, c'est que vous soyez payé pour être vous-même, en fait. Ce qui est plutôt bien. Merci beaucoup, Laura. À Eh très ben, bientôt. merci. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes là, c'est sans doute que ça vous a plu. Si vous voulez nous aider, n'hésitez pas à partager cet épisode à votre boss, à votre ami qui veut monter une startup depuis toujours, ou à toute personne qui pourrait être intéressée par la culture entreprise. Vous pouvez aussi vous abonner sur Apple Podcasts, Spotify ou toute bonne application de podcast. Et vous pouvez également nous laisser un avis 5 étoiles de préférence sur Apple Podcasts. À très bientôt pour un nouvel épisode et merci à tous.